On est live, messieurs, dames, bonsoir. Bon 6 mai, hein? On commence à retenir la date. Le 6 mai. Comment tu vas, Candine? Mais ça va très bien, Tu toi? sais qu'est-ce que c'est, le 6 mai? C'est le 5 à cidre. C'est le lancement de la semaine des cidres. Ah ben oui, t'as bien raison. Ça Ben fait ouais. tellement longtemps Ça, qu'on ça en entend parler. Très content, en fait, c'est notre troisième participation, notre troisième année à la semaine des cidres. C'est toujours un réel plaisir de travailler avec la gang de cidre du Québec. Donc, justement, on a un live spécial ce soir qui va porter sur le cidre. Donc, on va aller à la découverte des cidriculteurs et de quelques cidres du Québec. On a quand même un thème, on a voulu structurer ça. Donc, le thème, c'est vignoble et cidrerie, 2 domaines, une passion. C'est toi qui as choisi le. Ouais, j'ai trouvé ça tantôt. J'ai trouvé ça dans le bain hier. C'est bon. Eureka, hein, qui disait. Oui, c'est bon. Donc, oui, exactement. Donc, en fait, la thématique, c'est, on le sait au Québec, il y a plusieurs cidriculteurs qui sont également vignerons ou l'inverse. On peut voir l'inverse, donc des vignerons qui sont également cidriculteurs. Donc, c'est des questions qu'on va se poser ce soir. Mais avant de débuter, on va parler un petit peu de la semaine du cidre, hein, parce que c'est nous qui la lance. Ben oui, mais On c'est est chanceux de même. Écoute. Donc là, c'est du 6 au 16 mai. Du 6 au 16 mai, Exactement. puis il y a une multitude d'activités qui sont disponibles, donc plus d'une 60aine d'activités. Vous pouvez aller voir la liste complète sur le site web de Cidre du Québec. Donc, ça regroupe une panoplie de cidriculteurs, beaucoup de lancements. Hein? Il y a beaucoup, c'est le fun. Les cidriculteurs, ils ont embarqué, puis ils trouvaient ça important. Belle effervescence. Une belle effervescence, c'est le cas de le dire. Jeu de mots ici. Mais ouais, donc il y a beaucoup de cidriculteurs là, qui lancent leurs produits aujourd'hui. Donc, une multitude de nouveautés à suivre sur la page J'aime le site du Québec. Hein? Plein de choses. Donc, évidemment, beaucoup de collaborateurs, des cidriculteurs, des épiceries fines, des restaurants. Il y a également la tournée du Québec SAQ. Donc, des événements virtuels qui sont présentés par la SAQ que vous allez pouvoir découvrir sur le site. Vous avez également les 5 à cidre. Donc, durant toute la semaine du site, la semaine du cidre, voilà, vous êtes invités à venir. Comme présentement, là. Comme présentement, C'est ça, c'est comme un genre de 5 à cidre. C'est ça. Vous êtes invités, en fait, à partager vos coups de cœur. Plein de choses sur la page J'aime le cidre du Québec. Il y a également des petits défis qui vont être lancés par l'équipe directement sur la page Facebook. Et vous pouvez gagner une caisse de 12 de cidre. Ça, c'est cool, en participant au défi. Oui, c'est ça. En participant au défi par jour. Un défi par jour. Participer. Au bout de la semaine, vous pouvez gagner une caisse. C'est hot. Une caisse, c'est ça, mélangée avec plein de cidres. Oui, plein de cidres participants. Puis aussi, tu disais qu'il y avait beaucoup de dégustations virtuelles, mais il y a aussi des activités en présentiel dans oui, certains... absolument. Si évidemment, la santé publique le permet. Dépendamment de la région. Dépendamment de la région, la zone de couleur, vous allez rendre visite directement aux producteurs pour déguster leurs produits. Il y a également le concours, hein, mets du cidre dans ton panier. Attends, t'as soif? Ben oui. Attends 2 minutes. J'ai hâte d'accueillir aussi notre invité. Ben oui, on va finir de plugger nos affaires. Là. Donc, mets du cidre dans ton panier. Donc, vraiment, les cidres du Québec vous courent la chance de gagner une carte cadeau de 150 $ échangeable là, dans une multitude de détaillants. Donc, à peu près pas mal d'épiceries pour vous faire une sélection de cidre directement à la maison. Un atelier aussi que tu ne veux pas manquer, Candine? L'atelier avec le sommelier nordique. Avec le sommelier nordique. On veut pas c'est écrit ici. Salut, Steven! Donc, vraiment pas manquer le prochain atelier. Donc, c'est le 14 mai à 17h sur Facebook, un petit peu de la même façon de qu'est-ce qu'on fait ce soir. Donc, ils ont comme invité Marc-Antoine de chez Milton, Émile de chez Somnambule et Mathieu Beauchemin du domaine Nival. Donc, un super beau panel à ne pas manquer. Donc, vraiment, comme je vous disais, cidriculteur, vigneron, j'aimerais accueillir notre invité Jean-Pierre Potel du domaine Quartier Potel. Jean-Pierre, comment tu vas? Ça va très bien. Et vous?
Salut, Ça ça va très bien. Ça va à merveille. Entouré de 4 bons cidres qu'on va pouvoir déguster ensemble. Oui, absolument. Donc, les cidres qui vont être dégustés ce soir, ben, il y a le tien. Donc, le cidre effervescent de chez Cartier Potel. Ensuite, on va déguster l'assemblage vert de chez Alma Compagnie de Cidre. Donc, vraiment, un produit on vient tout juste de recevoir. Là, on l'a reçu hier. Donc, c'est tout nouveau, tout beau. Il y a beaucoup de nouveautés dans la semaine des cidres. Par contre, il y a des dernières chances, si on veut. Donc, on a été chanceux d'avoir les dernières bouteilles existantes sur la planète du cidre Chouanière, donc le Potato Hill. Et on va terminer avec un cidre liquoreux, donc de chez nos amis de chez Val Caudalie. Écoute, Jean-Pierre, on le sait, t'es vigneron, t'es cidriculteur. Tu peux-tu te présenter pour commencer? Ben oui, écoute, Domaine Cartier-Potel, ce qu'il faut dire, c'est que nous, on existe depuis 2011. On a acheté un verger à la fin 2011 et on a commencé à produire nos premiers cidres, je dirais, dès 2012 comme tel. Donc, on est sur le flanc sud du mont Rougemont. Notre verger, de base, on avait 14 000 pommiers et pas de vignes de planter. Donc, on a commencé avec le cidre et graduellement, on a aussi intégré là, le raisin, donc la vigne là, dans nos cultures pour faire en sorte d'offrir à notre clientèle et du cidre et du vin pour, à quelque part, satisfaire un peu tout le monde. Là. Puis c'était ça votre but dès le début, c'était de commencer par le cidre, puis vous aviez aussi dans l'optique d'éventuellement faire du vin, ou ça a changé en... Non, effectivement, dès le départ, c'était dans notre esprit de ça. Sauf qu'à un moment donné, on commence petit, on commence par quelque chose qui nous plaît. Et le premier produit, je te dirais même qu'on a commencé, c'était du cidre de glace. Donc, on a commencé avec le cidre de glace. Et puis après ça, on s'est dit, on va faire un mousseux, on va faire un cidre tranquille. On a fait un cidre liquoreux. Et graduellement, pour après ça, en parallèle à ça, on a planté de la vigne. Donc, on est dans le hybride, on est dans le Vitis vinifera. Et on a commencé justement à récolter nos premiers raisins il y a peut-être 3-4 ans. Donc, 4 ans, je dirais. Et puis là, on fait autant de cidre qu'on fait de vin. OK, autant. OK, parfait. Mais d'ailleurs, c'est la question. Est-ce que tu te considères plus comme un cidriculteur ou bien un vigneron après toutes ces années? Écoute, c'est très particulier parce que quand tu regardes ça, le vin, c'est des classiques. Hein? On est dans une droiture. Si on parle d'un chardonnay, on sait où est-ce qu'on s'en va. Si on parle même de l'hybride, un frontenac blanc, du marquette, du frontenac rouge, on sait où est-ce qu'on s'en va. On connaît un peu ces arômes de cépage-là. Dans les cidres, je dirais, on a aussi cette particularité de droiture quand on tombe, par exemple, avec des cidres plats ou des cidres de glace. Un cidre de glace, on sait qu'est-ce que ça peut goûter. Mais on a le côté un peu funky. Puis on en a des cidres là, de plus en plus funky. C'est des cidres où là, il y a des macérations avec ça, donc pelliculaire. On a aussi des macérations aussi avec du marc, du raisin. Donc, c'est ce côté-là qui nous plaît aussi. Donc, on a le côté vin qui a une droiture et le côté cidre qui a une effervescence. C'est ça, festif, un petit peu plus... peut-être plus polyvalent à différentes occasions, je dirais. Donc, c'est deux mondes qui nous plaisent. Puis, je dirais vraiment, là, on a un pied moitié-moitié dans chaque monde. La cidriculture aussi, c'est quelque chose, les cidres, c'est quelque chose qui rejoint en fait deux types de clientèle. Hein. On dit tout le temps, nous... dans le commerce de détail des produits alcoolisés du Québec, on a souvent la clientèle plus de bière et celle plus de vin, tandis que les cidres, ça rejoint tout le monde. Donc, les amateurs de bière, tout comme les amateurs de vin, trouvent souvent leur compte là, avec les cidres du Québec. Oui. De plus en plus, parce qu'aussi, on va pouvoir goûter aussi à travers les produits, mais on voit que les produits sont quand même secs. Tu sais, les cidres du Québec, ils restent des cidres secs, donc c'est pas des gros sucres résiduels, tout ça. Fait que de plus en plus, les gens découvrent ça, qu'on fait du cidre avec pas des hauts taux de sucre résiduels, puis ça plaît beaucoup, je pense, aux consommateurs. Ça. Absolument. Sinon, Jean-Pierre, tu es également ancien vice-président, donc j'ai su que tu avais tout dernièrement. Écoute, nous, dès qu'on a commencé à faire du cidre, on s'est joint à l'Association des producteurs de cidre du Québec. Je pense 1 an ou 2 après, je suis administrateur dans l'association. Et puis, j'ai été, je pense, pendant peut-être 4 ans,
comme premier vice-président de l'association, ce qui me plaisait. Et là, ben, je me disais, ben, écoute, ça bouge, ça, puis ça bouge aussi de notre côté au domaine, donc personnellement. Donc, j'ai dit, ben, regarde, je vais laisser la place à quelqu'un, puis on va pouvoir aussi contribuer de toute manière, mais en dehors, je dirais. Mais sinon, tu es encore très bien placé pour nous parler de qu'est-ce que fait l'Association des sériculteurs du Québec. Ben, on travaille sur plein de dossiers, je dirais. Puis, je ne voudrais pas m'échapper, mais je pourrais commencer en disant, bon, un dossier depuis toujours, là, je dirais, c'est l'IGP pour le site de glace. Donc, aller chercher cette appellation. Bon, on a l'appellation, mais aller chercher, je dirais, davantage de producteurs qui font du site de glace avec l'appellation. Faire connaître aussi aux consommateurs c'est quoi l'IGP. Donc, ça, c'est un dossier, c'est sûr que c'est toujours actif, je dirais. On a différents dossiers aussi qu'on travaille. C'est sûr qu'on a des dossiers, je dirais peut-être plus à un caractère, comment je pourrais dire, marketing, où l'on fait valoir, donc à travers, par exemple, la semaine du cidre, le congrès Cidre et vin, le mondial des cidres qu'on fait aussi avec Desjardins, tout ça. Donc, il y a différentes activités qu'on fait. Il y a des dossiers aussi réglementaires sur lesquels on se penche, sur lesquels on travaille. Donc, il y a plusieurs choses, plusieurs avenues, plusieurs, je dirais, directions que les administrateurs travaillent ardument pour faire avancer, je dirais, la cause du cidre. Bonne chance que vous êtes là. Vraiment, on sait que vous faites beaucoup de travail là-dessus, puis pour mettre justement les cidres du Québec et les produits locaux de l'avant. Oui, on en entend parler plus que jamais du cidre. Je pense que c'est important. Moi, j'avais arrêté pendant un bout de vendre du cidre. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais à la boîte à vin, je voulais vraiment plus me concentrer sur le vin, justement, pour avoir une sélection. Mais la demande était tellement forte. Surtout quand on a ouvert dans Rosemont, vraiment, les clients, les producteurs m'approchaient, tout le monde m'approchait pour remettre justement les cidres de l'avant la boîte à vin. Chose qu'on a fait. Puis c'est tout récent là, que je me suis remis dans une grosse sélection de cidres. Mais on est très contents. Ça nous permet on a beaucoup de plaisir à développer ça. Ben, écoute, on va commencer la dégustation avec ton produit, donc le cidre effervescent de chez Quartier Potel. Donc, écoute, qui de mieux que toi pour nous présenter ce produit-là? Bon, écoute, je suis bien content d'en parler parce que des produits ici, je pense que c'est le seul qui se qualifie comme ça. C'est dans le sens que c'est un mousseux. Donc, on a vraiment une grande pression en bouteille. On est, je dirais, comparable, à une pression qu'on retrouverait peut-être dans un champagne. Parce que c'est la même technique que le champagne, c'est qu'une deuxième fermentation s'est faite dans la bouteille. Et c'est ce qui amène justement des bulles naturelles, des bulles fines en grande quantité. On est dans 3 variétés de pommes. On est dans la Royal Gala, ce qui est assez rare, Macintosh et Empire. Donc, et on a cherché aussi à faire un produit qui est à 11% d'alcool. Donc, on a tiré au maximum. Comment on fait pour aller chercher 11% d'alcool? Parce qu'il faut bien comprendre que la pomme, normalement, elle va te chercher peut-être un 6-7% d'alcool, puis guère plus que ça. Puis si tu veux aller chercher plus, il faut naturellement qu'à la base, que tu augmentes ton niveau de sucre dans ton produit. Donc, nous, on n'a pas ajouté de sucre. On a pris l'Empire, qui est une pomme qui est sucrée. On l'a cryo-concentré, donc là, c'est peut-être technique, mais on a concentré les sucres par le froid du mou de pomme d'Empire qu'on a ajouté au moment de la fermentation en cuve du produit. Donc, de cette manière-là, on a été capable d'augmenter, je dirais, le pourcentage d'alcool à du 11%, qui s'y approche vraiment comme un peu un mousseux dans les vins qu'on va retrouver. Donc, c'est un produit qui est brut, un produit qui est sec, qui se prend bien nature comme ça. Moi, je me plais à le prendre aussi en différents types de cocktails. Donc, on est spritz. Il y a d'excellents orange amer qui se fait sur le marché québécois, je dirais. Donc, pas nécessairement besoin d'aller voir l'apérole. Allons-y avec des produits plus québécois, vraiment intéressants. Sinon, avec un sirop de canneberge, on peut aller avec un kir classique. Mais vraiment très intéressant si on fait brunch mimosa. Là. Un bon petit produit pour toutes les occasions, je dirais, festifs. Absolument, parce que si on y va avec la dégustation, donc à la phase visuelle, justement, on voit une bulle qui est fine et qui est présente un petit peu comme justement qu'est-ce qu'on va retrouver dans les méthodes traditionnelles champenoises. Donc la bulle reste en vie, reste effervescente, c'est très agréable.
niveau arôme. Moi, au nez, là, j'ai comme un peu le cidre liquoreux au nez. J'ai l'impression que ça va être sucré, justement, parce que l'aspect sucre un peu la pomme un peu confite, mais oui, ouais. absolument. C'est ce que j'avais là aussi là, au premier nez, là, un côté justement, mais une fois en bouche, c'est sec. C'est ça exactement, c'est brut, c'est sec, la bulle est présente, mais elle apporte beaucoup, je trouve, au produit, justement, parce qu'elle vient tout relever, là, les arômes de pommes fraîches, là, vraiment beaucoup. D'ailleurs, il y a Jocelyne sur le chat qui nous demande quoi boire comme cidre avec du homard. Oh, la saison du homard! La saison du homard qui commence. Donc, je pense que là, on a un cidre qui est intéressant, justement, parce que c'est très, très sec. Donc, qu'est-ce qu'on veut quand on mange du homard? C'est d'avoir, de garder, en fait, le côté goûteux du homard, un peu gras. Donc, on ne va pas mettre un produit qui est gras ou liquoreux ou quoi que ce soit dessus. On va avoir un produit qui est vraiment sec pour accompagner des fruits de mer. Donc, avec... Puis, en toute subtilité aussi, parce que le homard aussi, oui, ça a un goût, mais on ne veut pas non plus prendre trop de place. Mais c'est quand même une belle subtilité aussi dans le produit. C'est une belle rondeur aussi, là, à la fin. Même si... le homard, c'est un produit qui est fin aussi. Donc, comme tu dis, il ne faut pas avoir un produit qui vient comme masquer le goût du homard. Exact. Donc, un produit qui serait trop sucré, il viendrait un peu gorger tes papilles, puis il t'empêcherait vraiment de chercher la finesse du homard. Donc, oui, un produit sec convient parfaitement. Donc, Jocelyne, cidre. Ça, le cidre effervescent, super bon. De Quartier Potel. Pour ça, d'ailleurs, je vais poser une petite question à nos auditeurs. Quel cidre avez-vous hâte de découvrir durant la semaine du cidre? Donc, on aimerait vous entendre sur les réseaux sociaux, à savoir quelle activité vous avez hâte de voir ou quel cidre vous avez hâte de découvrir. On sait qu'il y a des gros canons là, quand même qui sont lancés aujourd'hui. Là. Je pense à Nival, Somnambule, Milton. Qu'est-ce qu'on a reçu? On en a reçu tellement. Il y en a une panoplie qui sont rentrés. Excuse-moi de te couper, mais là, nous, on a la chance de déguster la bouteille de 2018. Ouais. Donc, est-ce que c'est un produit, ça, Jean-Pierre, que vous avez fait dès le début? On te disait que vous aviez commencé avec un site de plus liquoreux. Puis dès la deuxième année, on est parti avec l'effervescent. Puis ça, vous le faites à chaque année? Bien, on le fait pas à chaque année, parce qu'on fait vraiment des grosses batches quand on le fait. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le produit, une fois, on dit une deuxième fermentation qui se fait en bouteille comme les champagnes. Je ne sais pas si des gens ont l'image un peu des champagnes où les bouteilles sont couchées sur des pupitres, sur des lattes plutôt, et qui sont là pendant plusieurs mois à attendre justement le moment d'être dégorgé. Mais c'est le même principe avec notre produit. Il est conservé en cave, je dirais, pendant un minimum, je dirais, de 15 mois. Donc, pour ça, on en fait vraiment des grosses batches pour, après ça, au bout de 15 à 18 mois, commencer à le dégorger. Donc, on enlève les lits à l'intérieur pour rendre le produit plus cristal, je dirais. Donc, OK. Super intéressant. Mais un très, très beau produit à découvrir. Je vous invite fortement à aller rendre visite à José par Jean-Pierre au domaine Quartier Potel parce que le site est extraordinaire. C'est toujours plaisant d'aller vous voir. Il y a une super belle salle de réception en haut avec une terrasse qui est vue sur les vignes, sur les pommiers. Rougemont également, à force de discuter avec des collègues vignerons, on se rend compte que Rougemont a peut-être le climat et le terroir idéal au Québec pour la culture de la vigne et de la pomme. Donc, vous êtes quelques vignerons là, qui sont à Rougemont, puis les résultats sont toujours intéressants. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a comme un microclimat justement à Rougemont qui fait que avec le sol, le terroir, on est dans le graveleux, on est dans le sable et c'est difficile pour la vigne et le pommier de vraiment bien s'enraciner, je dirais. Puis, c'est ce qui fait en sorte que ça pousse bien. Donc, ça aime souffrir, hein? On n'aime pas ce terme-là, mais la vigne et le pommier, ça aime souffrir. Si ça vient trop, si on a le pied dans l'eau, comme on dit, là, ça se met dans des conditions pas nécessairement de succès. Ouais, c'est ça. Côté vigne aussi, tu as planté du vinifera dernièrement. Tu as un super beau résultat avec le Riesling. Là, tu as tes bébés gamay là, qui sont là. Gamay, Gamaret, on est dans notre deuxième année. On a passé à travers les petits épisodes de gel qu'on a eu dernièrement. Donc, non, j'ai très hâte. Ça ne sera pas pour cette année ni l'année prochaine. Mais dans 2 ans, là, on aura un beau petit Gamaret qui va sortir. Ah, je pense que ça va être fort intéressant, surtout si on se fie à votre Riesling qui est incroyable. Ça a été dans mes coups de cœur
l'année dernière, c'est ce que j'ai bu à mon anniversaire. Hein, parce que je dis tout le temps, mais à ma fête de 30 ans, quand on m'a demandé qu'est-ce que tu veux qu'on pote, le Riesling de Jean-Pierre. C'est bon. C'est pour faire un petit lien sur le prochain produit qu'on va déguster ensemble, l'assemblage vert, en fait, de Alma. Eux, en fait, cet assemblage-là a été fait, justement, tu parlais tantôt, là, qui se fait plein de différents types, là, macération, des choses comme ça. Bien, ça a été fait sur macération de raisin Gruner-Veltliner. Donc, c'est ça qui, je pense, apporte le nom assemblage vert, parce que le Gruner-Veltliner, c'est quand même reconnu pour être oui, absolument. Assez vert comme raisin. Et il y a aussi eu une macération de melon-miel. Écoute, c'est assez particulier. Hein? On ne voit pas ça souvent. Et c'est quand je disais tantôt que les cidres, on a ce petit côté un peu funky. C'est clair. On a exactement ça. Donc, on a le côté funky et on a le côté classique qui est vraiment... Et là, ben, ça plaît un peu à toute la clientèle de dire, ben, est-ce que je veux un produit qui va m'amener ailleurs. Puis c'est vraiment avec... Exactement. C'est vraiment ça qu'on a avec l'assemblage vert. Donc, je voulais présenter rapidement. Donc, en fait, Alma, compagnie de cidre, qui est menée par Julien et Justine, qui sont très connus dans le monde autant viticole que cidricole. En fait, sont également propriétaires. C'est également eux qui font les cidres fleuris, peut-être que vous connaissez. Les cidres Alma, c'est également eux. Et sont également vignerons, donc d'où le lien là, avec d'où la thématique d'aujourd'hui. Probablement un des vins les plus attendus cette année, c'est vraiment la maison agricole Joy Hill. On vient tout juste de recevoir leur gamay, justement. On les a reçus hier à la boîte à vin. Mais sont déjà tout vendus, donc textez-moi pas, là. Non, ils sont tous vendus. Mais oui, absolument, donc le gamay qui était très attendu. Oui, écoute, le Alma Compagnie de cidre qui nous arrive avec l'assemblage vert, que plusieurs mentions sur étiquette. Donc, si on tourne la bouteille, on voit des pourcentages d'assemblage. Donc, autant au niveau du cidre qu'au niveau des vins. Justine et Julien travaillent beaucoup en assemblage pour... c'est très funky. Je pense qu'on aime le terme. Hein? Oui, c'est ça. Pour sortir un peu peut-être des sentiers battus, peut-être. Oui, absolument. Donc, si on a une macération de raisin, est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi l'idée derrière une macération de raisin pour un cidre? C'est qu'au moment, justement, tu as ton marc de raisin ou tu as ton raisin qui a été fraîchement comme broyé. Tu l'incorpores en fait du jus ou encore de la pomasse, de la pomme qui vient d'être fraîchement broyée. Et cette macération-là peut durer, les deux ensemble peuvent durer plusieurs jours, voire peut-être même quelques semaines, dépendamment. Et de là, après ça, il y a une fermentation spontanée qui peut partir. Donc, on parle d'une fermentation qui démarre à partir de levures indigènes, des levures qui sont propres au chai, pour dire, donc à l'environnement. Et vraiment excellent le produit. Là. Moi, je goûte à ça. Puis, c'est quand même incroyable. Supranatural 2. Ça, c'est une cuvée qu'il y avait eu avant. Donc, c'est une première cuvée de chez Alma là, qui avait très bien fonctionné là, quand ils sont devenus ça veut dire, c'est quoi qu'ils ont utilisé un peu de cette cuvée-là? Donc, 30% de cette cuvée-là à travers la bouteille pour... OK. Absolument. Donc, il y a 30% qui est utilisé là-dedans. Sinon, il y a 30% de jus de pomme Macintosh. Donc, macération de melon-miel et de jus de pomme Macintosh en fermentation spontanée. Ouais. Donc, c'est vraiment un assemblage, en fait, de 3 cuves séparées. Donc, on a la Supernaturale, on a le melon-miel là, qui a été macéré, et ensuite le Guinard. Bon, moi, j'ai même pas goûté, là. Fait que... En tout cas, côté couleur, c'est trouble. Hein? Ouais, c'est trouble. C'est très trouble. Donc, c'est une nouvelle tendance là, Ce qu'il faut préciser, c'est qu'on a la présence là, de lis dans le fond de la bouteille. Donc, ce dépôt-là se veut naturel. Il ne faut pas penser que c'est un défaut. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que
faut pas brasser la bouteille avant de l'ouvrir et de tout remettre en suspension. Parce que quand vous allez déboucher la bouteille, vous allez voir, ça va gerber partout. C'est ça. Ouais, exactement. Bien attention, on garde la bouteille debout, on garde la bouteille au froid et on la décapsule, peut-être même un peu inclinée pour faire en sorte que le gaz puisse s'échapper de façon normale et non pas de façon précipitée avec tout le liquide qu'il contient. On a connu ça. Fait que oui, fait que c'est trouble quand même. Tu sais, on a quand même la présence de bulles. On voit qu'il y a des bulles, mais c'est un petit peu moins. Moins effervescent que ton produit. Ouais, c'est ça. Ouais, on est plus dans un pétillant à ce moment-là. Donc, c'est la distinction entre un pétillant et un mousseux. Puis un mousseux plus avec la méthode justement traditionnelle. Puis là, au nez, justement, moi, j'ai pas de sucre du tout. Là. J'ai un aspect très ciselé. Là. La pomme confite qu'on avait sur ton produit, en fait, n'est pas là. Donc, c'est vraiment plus justement le côté un peu vert fruité là, qui va ressortir. Un peu vin, je dirais. Là, ça... C'est très proche. C'est très jeune. C'est une belle fraîcheur en bouche. Ouais. C'est trippant. Ça avec des huîtres, là, ça pourrait être vraiment bon. Ça reste des vins, justement, comme tu disais, funky, qui sort. C'est très festif. Hein? Mm-hmm. Justement, la capsule, un peu de bière. Un sage cidriculteur m'a déjà dit un jour, qu'est-ce qui est cool avec du cidre, c'est que tu peux en boire toute la soirée et t'es jamais sous. Je ne dis pas son nom, mais il est géologue. Je sais pas si vous Salut Hugo. Mais voilà, c'est très. Mais tu sais, c'est frais, c'est ça, c'est pas lourd. C'est autant, tu sais, exactement, en apéro, je pense, la soirée, mais avec des huîtres. En terrasse, avec des huîtres, quelque chose à partager. Hey, on a des bonnes questions, justement, puis Jean-Pierre, tu vas pouvoir vraiment y répondre. On a une question de Patrice qui se demande combien que ça prend de pommes pour créer une bouteille de cidre. Écoute, je te dirais, on parle pas énorme, peut-être 1 kilo. 1 kilo? OK, ouais. Quand même. 1 kilo, là, ça équivaut à combien de pommes? Ça dépend de la grosseur de ta pomme. J'ai des pommes ici dans la cuisse là, qui peuvent faire 1 kilo. Mais écoute, c'est ça. On parle peut-être une dizaine de pommes, 12 pommes. OK. C'est une question aussi de pressurage, puis de voir ton efficacité au niveau de ton pressurage, mais c'est relatif. Puis sinon aussi, il y a Philippe qui se demande, est-ce qu'on peut faire du cidre à la maison? Genre, si on a 2 ou 3 petits premiers. Ouais, écoute, on a un site web qui s'appelle Cidre Amateur du Québec. Il faut vraiment aller sur ce site-là, s'inscrire. Tous ceux qui ont des questions, il n'y a pas de questions farfelues. Hein? Tu peux te lancer là-dedans, qu'est-ce que tu peux faire, par où tu commences, à qui parler, tout ça. Regarde, pose la question, puis il y a quelqu'un qui va te répondre, puis qui va te donner des conseils. Puis ça peut être autant quelqu'un qui commence comme toi, ou encore quelqu'un qui est beaucoup plus expérimenté, puis qui pourra t'enligner. Mais effectivement, au Québec, il est possible de faire du cidre. Il y a des producteurs de cidre qui ont des pommes, qui font du mou de pomme et qui le rendent disponible, qui peuvent le vendre aux consommateurs pour des gens qui peuvent faire du cidre dans la maison. OK, bien c'est super intéressant. Dans le fond, c'est juste qu'après, la personne ne peut pas le commercialiser, mais pour elle-même, c'est ça. Pour la maison, là, pour dire... ouais. OK, super intéressant. Puis quelqu'un qui nous demande si on est un couple, vu qu'on est très collés, oui! On a fêté nos 7 ans de vie commune hier. Oui, bravo! Hey! On célèbre ça avec du cidre. Ouais, donc ma femme et ma partenaire. Donc, voilà. Écoutez, fait que là, je sais pas, mais moi, sérieusement, par exemple, juste pour terminer avec l'assemblage vert, là, on dirait que le Gruner gelé, melon au miel, peut-être un peu moins. Oui, c'est un petit peu subtil. C'est plus subtil. Fait que, il ne faut pas que les gens pensent à melon au miel sucré. Non. Encore une fois. On n'est pas là du tout. Là, on est vraiment sur un cidre qui est très, très sec. Mais le Gruner, je l'ai, là. Tu sais, je l'ai pas mal. Mais vraiment, on est. Si vous connaissez bien Alma Compagnie de Cidre, vous n'allez pas être dépaysé, en fait. Là. C'est vraiment. Ça suit bien leur ligne de produits. Est-ce que tu avais déjà goûté à un de leurs produits, Jean-Pierre, toi, avant? J'adore leurs produits, vraiment. Là, ah ouais? Je trippe. Et quand j'ai su que c'était ce produit-là, je me suis dit, oh yeah! On a travaillé fort. Merci à Justine et Julien pour le temps
Merci, ils vont comprendre. Mais le gel qu'il y a eu la semaine dernière, ça a mis pas mal tous les vignerons dans le jus. Là. Fait que, ouais, exact. Donc, poursuivons avec... oui, Chouanière. Donc, de Gab Chouanière, que je salue. Très content. Il était vraiment heureux, Gab, de faire partie de la dégustation de ce soir. Puis, ouais, il était très content de l'invitation. Donc, vraiment, il restait 4 caisses chez eux. Là, puis, il a décidé de nous les fournir là, pour la dégustation ce soir. Donc, on est très chanceux d'avoir le Potato Hill. Je vais tout de suite vous faire le lien, en fait, avec la viticulture parce que non, je vous annonce pas un scoop. Gab ne va pas faire de vin. Là. Vraiment, il va se concentrer vraiment sur la cidriculture. Par contre, Gab a vraiment appris avec Christian Berthomeux. Gab, ça, c'est le vigneron. Oui, c'est le cidriculteur. Okay, oui, exactement. Donc, Gab, vraiment, il s'en cache pas. Son mentor, c'est vraiment Christian. Christian qui est bien connu comme étant un des pionniers de la viticulture au Québec. Donc, la légende dit que ça aurait été le premier à planter de la vigne à son domaine, qui n'est plus à lui maintenant, là, mais Côte-d'Ardoise. Donc, ça aurait été le premier là, au Québec à planter de la vigne dans un but de commercialiser un produit. Donc, vraiment, Christian, c'est un peu une légende au Québec. Il est très respecté par tout le monde. D'ailleurs, Christian aussi fait du cidre aussi. Oui, Christian, il a son verger aussi là, qui s'appelle le Clos Sarania, qui font des produits qui sont vraiment excellents. À Fredericksburg, tout comme Cidrerie Chouanière. Gab Chouanière, c'est son voisin. Donc, voilà, pour faire une histoire courte, c'est son voisin. Donc, c'est beaucoup inspiré de la philosophie de Christian, qui est très proche de la philosophie des vins nature dans la viticulture. Ben, des vins bio, mais eux sont pas... Lui, il n'est pas bio, hein? Il n'est pas biologique. Il n'est pas bio, mais il est allé vers une certification cidre fermier. Donc, tous ces cuvées ont toujours la mention cidre fermier. Oui. Vraiment, qui dit que c'est des petites productions qui met vraiment de l'avant les pommes qui sont cultivées directement à son domaine. Et évidemment, il y a le moins d'intrants possible. Donc, on peut vraiment parler d'un cidre nature. Parfait. C'est ça. Présentation de Chouanière. Puis sinon, ben là, c'est ça. Là, on a le Potato Hill 2019. Encore une fois, on est sur un cidre qui est trouble, comme tu disais, donc qui n'est pas filtré, donc qui est sur lit. Ouais. Donc, encore une fois, on a un peu la même teinte aussi là, au niveau, le même trouble, mais quand même... il y a un petit peu moins que le... Ouais, un petit peu moins de matière. Que celui d'avant, là. Puis là, Jean-Pierre, encore la même question. Est-ce que tu connaissais Chouanière aussi? Ben, écoute, je connais Gabriel parce qu'il est administrateur chez les producteurs de cidre du Québec. Ah, c'est vrai, je savais donc, effectivement, on s'est connus un petit peu avant, mais encore un peu plus, là, je dirais, via l'association et puis le conseil d'administration. Et puis, ils font d'excellents produits. Vraiment, là, ça aussi, quand j'ai su que c'était Chouanière, je garde... on ne se trompe pas là, avec ce genre de produit-là. C'est un produit qui, comme tu dis, qui est très, très proche de la nature, donc très peu d'intrants à l'intérieur. On a on parle de levure naturelle, on parle des pommes qui sont cultivées chez eux. Mm-hmm. Puis, donc, une macération simple et un produit qui est mis en bouteille, pas de filtration. Donc, on est vraiment là, très, très proche de fermier, ça le dit. C'est des cidres. Lorsque la pomme transformée en cidre devrait goûter, là, dans le sens, dans son plus simple apparat là, de cidre. Là, tu parlais justement qu'il cultivait les pommes que sur son terrain, mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu de... Tu sais, comme dans le vin, il y a beaucoup de typicité avec les différents cépages, autant les vignes hybrides, les vitis vinifera, tout ça. Tu sais, tantôt, tu parlais aussi de toi pour le cidre effervescent que vous faites à Quartier-Potel. Justement, tu as la Royal Gala, justement, que tu disais, qui est comme pas habituelle. Mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu des types de pommes? Des typicités de pommes. Ouais, qu'est-ce que ça change, en fait, au produit d'utiliser une pomme ou une autre? Oui. Il y a, en fin de compte, deux grandes familles. Il y a ce qu'on appelle les pommes traditionnelles qu'on connaît tous. Vous allez faire l'épicerie, vous allez voir des producteurs de pommes. On est dans la McIntosh, l'Empire, la Royal Gala, la Cortland. C'est ces types de pommes-là qu'on reconnaît, qu'on va appeler traditionnelles.
elles ont chacune des caractéristiques bien particulières. Par exemple, c'est pas étonnant qu'on retrouve dans nos cidres plus conventionnels, je dirais, de la Macintosh. Pourquoi? Ouais. Parce que la Macintosh, c'est la pomme la plus acidulée qu'on pourrait retrouver dans nos pommes traditionnelles. Donc, on va la mettre parce que l'acidité, on en a besoin dans les cidres parce que cette acidité-là amène une fraîcheur en bouche. Tout à fait, ouais. Les autres pommes ont chacune des particularités. Il y en a qui vont donner plus de sucre, d'autres un peu plus d'amertume, peut-être pas tant, mais du sucre de la couleur. Hein. L'aspartan, c'est une pomme qui est très rouge, qui va venir à la couleur. L'Empire, un peu plus sucré. La Royal Gala a des arômes. Donc, l'Honey Crisp, c'est autre chose aussi. Donc, chaque pomme a des particularités. Comme on retrouve un peu dans les vins, on a des raisins qui sont plus sucrés. On a des raisins qui sont... légèrement, ouais, c'est ça, plus gras, plus acide. Le Riesling, on a un petit côté citron vert qu'on retrouve, qu'on ne trouvera pas dans le Chardot. Donc, c'est pareil, je dirais, que dans le monde du cidre pour les vins. La chose qu'on voit de plus en plus se dessiner, c'est justement faire des cidres avec des pommes sauvages, des pommes qu'on ne connaît pas, des pommes qui ont peut-être des noms, mais personnellement, je ne les connais pas. Je ne les connais pas. De pommes indigènes. Non, mais c'est parce qu'il y a des producteurs qui en ont sur leur terre où ça pousse sur le bord de la route. Tu sais, je sais entre autres que Virgin Minkford, il allait ramasser des pommes sur le bord de la route parce que il en voulait, puis effectivement, et ces pommes qui sont indigènes, on va les appeler comme ça, plus sauvages, des pommes qui amènent des arômes absolument incroyables. On est dans des arômes un peu plus amers, on est dans de l'acidité. Michel Jourdain a une pomme qui s'appelle la Geneva. Je ne sais pas si vous la connaissez. Oui, ben oui. C'est une pomme qui est pas mangeable. Elle est horrible. Puis c'est la caractéristique première d'une pomme acide, hein, c'est pas bon. Mais elle a des propriétés. La Geneva, c'est une propriété. C'est l'amertume, mais aussi cette couleur rosée qu'on retrouve dans la chair. Michel fait un excellent mousseux rosé, pétillant. C'est vraiment quelque chose de super bien à goûter. C'est ça qu'on appelle des pommes à chevreuil. Tu sais, au Québec, il y a le fameux terme pomme à chevreuil. Ça serait quoi? Non, la pomme à chevreuil, c'est la pomme qui n'a pas été cueillie, soit parce qu'elle a été piquée, qu'il y a des insectes ou autre chose qui est tombée par terre. Et c'est ramassé en bout de piste pour dire, ben écoute, on va nettoyer le dessous des arbres avant de fermer le verger, puis mettre ça dans des sacs pour vendre aux chasseurs, puis tout ça. Donc. Puis en termes de rendement, excuse-moi, j'ai une petite question, parce que des fois, les raisins aussi au Québec, on le sait que certains raisins ils ont des meilleurs rendements, là, justement, pour faire les vins, qui vont donner plus de jus, qui vont donner du jus un petit peu plus intéressant. Est-ce que la pomme aussi, par rapport aux caractéristiques, au type de pomme, il y en a qui vont donner plus de jus, il y en a qui vont donner... OK, fait que c'est vraiment la... Exactement la même chose. On parle des deux mondes, je dirais. Effectivement, il y a des grandes similitudes. Oui, c'est ça. Par contre, retenir, c'est que au niveau des vins, quand tu fais, par exemple, les vendanges, c'est le temps de cueillir tes raisins, le pressurage, c'est là qu'il faut qu'il se fasse. C'est la journée même et peut-être le lendemain, mais ne dépasse pas ça. Quand c'est le temps, les vendanges, c'est synonyme de pressurage. Tandis que la pomme, tu peux le pressurer tout le temps. Voilà. Conserve ta pomme comme tu peux, soit en frigo froid, ou soit en atmosphère contrôlée, mais il y a toujours la possibilité de faire du cidre à longueur d'année. OK, c'est intéressant. OK. Bien, super. Puis là, justement, on voulait peut-être aussi lancer une question à nos auditeurs, encore une fois, s'ils ont des types de pommes préférés, parce que je pense que ça fait... Moi, je me souviens, j'ai été perdu là-dedans, mais je me souviens, ma grand-mère, là, chaque type de pomme, là, elle savait qu'est-ce que ça goûtait. Puis quand elle allait sur le marché, là, elle savait quel type de pomme. Puis là, il y en a une que tu peux utiliser pour la compote, l'autre à croquer, l'autre à... Tu sais, c'est bien... C'est quelque chose qu'on a un peu perdu. Mais les mentions sur étiquette, je regardais pour venir à la suite. Oui, il n'y en a même pas. À Chouanière. Alma ont indiqué le type de pomme que tu utilisais. Ouais. Toi, Jean-Pierre, avec ton cidre, il y a le type de pomme qui est utilisé. Même chose pour le prochain qu'on va déguster, le Val Kodali. Il y en a beaucoup qui vont vers une mention sur étiquette avec le type de pomme qu'ils utilisent. Penses-tu que dans l'avenir, les consommateurs vont vraiment, un petit peu comme les cépages,
se tourner vers un type de pomme en particulier pour découvrir les cidres qu'ils aiment ou qu'ils aiment moins? Je suis un peu partagé parce que oui, il y a peut-être des gens qui vont, ils vont sticker sur un type de pomme qui va amener un goût. Je vais donner un exemple. On fait un cidre de glace, nous autres, qui s'appelle le Cortland. C'est 100% que de la pomme Cortland. Ouais. Et la pomme Cortland, c'est la pomme qu'on va utiliser pour faire des tartes aux pommes. Donc, il y a vraiment une similitude en dire, hey, je goûte du cidre de glace, le Cortland. Écoute, ça goûte la tarte aux pommes liquide. Ouais. Or, il y a une similitude qu'on peut faire entre ces deux types de produits. Mais après ça, quand on parle de produits funky, bien souvent, on est dans des pommes qu'on ne connaît pas les noms ou que si on les connaît, ça ne dit peut-être pas grand-chose aux consommateurs. Fait que ça serait un petit peu étonnant, mais ça peut rester parce qu'il y en a qui ont toujours ce côté curieux de savoir c'est quoi les pommes. Mais dès qu'on tombe dans des pommes plus sauvages ou indigènes, là, je pense que ça devient compliqué. Mais sur le sujet, j'ai adoré la stratégie du domaine Valbrome qui a justement appelé leur cuvée de différents cidres en fonction de la pomme qui était utilisée. Je trouve ça génial. C'est vraiment, là, en faisant la dégustation un peu à l'aveugle, on voit qu'est-ce qu'on a. Donc, on est vraiment capable d'analyser les différents arômes de qu'est-ce que la pomme apporte. Donc, Valbrome, bravo pour ce coup marketing. Ouais. C'était très, très cool. Donc, on déguste le chouanière. Ah, c'est pas fini? Ben là, non, on jasait, là. Mais là, justement, tu sais, l'aspect fermier, ben moi, au nez, je l'ai, là. Tu sais, on dirait que, là, je sais que c'est écrit en arrière de la bouteille, là, mais c'est vrai que ça sent un peu frangipane, un peu le coin, un peu comme la pâtisserie, là, tu sais. Très belle complexité. Ouais. C'est ça qui est le fun avec les cidres aussi, ce n'est pas fermé. Donc, c'est des arômes, en fait, qui sont faciles à aller chercher. On va toujours avoir la pomme d'abord et avant tout. Ben, c'est ça. Puis là, en bouche, moi, j'ai beaucoup la pomme craquante, la pomme verte un peu, là, mais tu sais, je sais qu'il n'y a pas de pomme verte utilisée, là, mais tu sais. Le côté craquant, vif, est toujours là. Un peu citron, justement, ça, ce citron. Ouais, on est sur quelque chose d'un petit peu plus agrumé en fin de bouche. C'est vraiment 3 produits différents avec des arômes complètement. Mais encore une fois, c'est la pomme qui est utilisée comme. C'est surprenant, le cidre, quand même. C'est très surprenant. D'ailleurs, Chouanière sont arrivés dans cette nouvelle vague un petit peu de cidre qu'on a vu apparaître il y a, je sais pas, 4-5 ans. De justement cidres qui sont complètement différents, beaucoup plus secs, plus proches d'un cidre de la Normandie, par exemple, là, quelque chose justement qui laisse place à la pomme. Chouanière était là-dedans avec la gang de Polisson et ainsi de suite. Polisson, on n'avait jamais vu ça, tous les détaillants du Québec. Quand on s'est rencontrés 3 jours après le lancement de Polisson, on était tous, qu'est-ce qui vient de se passer? Gros buzz. Gros buzz. Les line-up chez Peluso, ça a pris une fin de semaine, on n'en avait plus. C'était quand même impressionnant. Chouanière est embarqué dans cette vague-là là, avec Somnambule et compagnie. C'est quand même fou, qu'est-ce qui s'est passé là, sur l'industrie du cidre dans les dernières années. Mais sinon, encore une fois, c'est très bon. Au niveau des accords, moi, je pense que ça pourrait très bien aller avec des poissons, fruits de mer, encore une fois. Ça pourrait être très bon. Des fromages, encore aussi, tu sais. Le petit côté coin. On sent cette bulle un peu plus fine versus Alma, où la bulle était peut-être un peu plus grossière. Il faut comprendre, c'est que le produit va évoluer en bouteille. La bulle de Alma, je pense que le produit a été peut-être mis en bouteille récemment. Et avec le temps, on parle de semaines, là, la bulle va s'intégrer dans le produit davantage et va devenir plus fin en bouche qu'elle peut l'être actuelle. Donc, il faut s'attendre un peu à ça. Et c'est peut-être ce qui est arrivé avec le cas de Potato Hill, Chouanière. On a vraiment cette bulle très, très fine. Si on compare avec Alma, où la bulle est un peu plus grossière. Et on a vraiment un beau col quand on versait le Alma. Donc, ça, c'est vraiment un signe que la bulle est bien présente. Là, on a une question justement de Marie pour toi, Jean-Pierre, qui te demande, est-ce que tu songes un jour, toi, à faire un cidre fermier? Ça te tente-tu? Je ne répondrai pas sans la présence de mon avocat. Tout est sur la table. On en jase, on en discute, on brasse.
On verra, comme on dit. On verra. C'est comme les vins nature, tu sais, on le dit à tous les vignerons, écoutez, si en même temps tu vas chercher là, un petit peu plus de nature, utilisation de levure indigène, de non-filtration, oui, niveau marketing, ça serait peut-être plus facile, tu sais, à sortir. Mais c'est pas tous les vignerons. Mais après ça, c'est au niveau, c'est ça, c'est au niveau des désirs et des envies des vignerons, Ben oui, du temps, c'est de sûr. l'énergie, de tout ça, là, c'est sûr. Mais, C'est ça, absolument. faut quand même se le dire, là, l'évolution qu'on a fait au Québec dans nos alcools, puis je parle pas juste des cidres ou des vins, mais Ouais. de tout, c'est vraiment exponentiel, là, les pas de géant qu'on a fait, la créativité que les producteurs peuvent avoir. On a vraiment quelque chose qui est autrement, puis c'est tout à notre avantage. On n'a plus rien à envier, je crois, à tout ce qui se fait ailleurs. Je pense qu'on est très bien servi par nous-mêmes. Absolument. Ben, surtout à la pomme, on ne se le cachera pas au Québec. C'est plus facile de cultiver de la pomme que de cultiver du raisin. Mais là, d'ailleurs, tu parles de culture. Juste avant qu'on commence aussi, on avait une question de Marie-Pierre qui nous demandait si on savait quel pourcentage de pommes cultivées au Québec étaient transformées en cidre. Ah, c'est bon, ça. Pommes cultivées au Québec, non. Non? Je sais pas. Écoute, je ne sais pas. Il faudrait voir. C'est sûr que. Ah, mais Marie, en fait, nous a donné la réponse. Elle, bon. Oui, ben voilà. Donc, c'est 5 selon Cidre du Québec, voilà, qui est représenté par Marie. Parce qu'il y a beaucoup de vergers, en fait, qui vont être là plus pour l'autocueillette, pour la production de pommes, mais qui ne vont pas nécessairement le transformer en cidre ou en alcool. Ouais. C'est très, très variable. Chez nous, entre autres, domaine Quartier-Potel, on a 3 grands secteurs qu'on couvre. On a 15 000 pommiers, mais c'est pas vrai qu'on fait 15 000. Avec 15 000 pommiers, on fait nos cidres. Il y a une portion qu'on envoie pour les marchés d'alimentation, une portion qui s'envoie en autocueillette, puis la balance finit en cidre. Donc, d'une année à l'autre, là, je suis un peu mal pris. Vous dites, ouais, mais demain, quand tu vas ouais, mais à chaque année, on évolue, puis ça change un peu nos proportions là, dans ces 3 secteurs-là. Tout à fait. Bon, ben parfait. Super intéressant. Maintenant, on passe au cidre liquoreux. Hey, on se gâte avec le dernier. On sait au Québec, on est des bébites à sucre. On aime toujours ça. Les cidres de glace, les cidres de feu, les cidres liquoreux. D'ailleurs, Jean-Pierre, peux-tu nous expliquer c'est quoi la différence entre tous ces vins doux-là? Comment se retrouver sur cette offre-là qui est quand même grande de vins de VDN, là, de vins doux naturels au niveau de la pomme? Écoute, dans les cidres, quand on tombe dans des produits plus sucrés, on a la branche cidre liquoreux, cidre de glace ou encore cidre de feu. Donc, c'est 3 grandes familles qu'on pourrait dire qu'on retrouve dans la pomme au Québec sur nos tables. Le cidre liquoreux, c'est un entre-deux, c'est-à-dire que ce n'est pas un produit qui est sec, mais ce n'est pas aussi sucré qu'un cidre de glace. Donc, les gens qui veulent justement avoir un produit sucré sans avoir justement trop de sucre en bouche, ils vont opter pour ce genre de produit-là. C'est un produit qui est très polyvalent. On peut le prendre aussi bien en apéro qu'avec fromage ou encore les desserts. C'est un produit qui est très, très versatile, très digeste en soi, là. Puis là, le cidre liquoreux, dans le fond, la méthode pour en faire un, c'est comment qu'on vous apportez le sucre? C'est-tu encore par cryo? On connaît un peu, je vais peut-être parler du cidre de glace, la technique de fabrication de cidre de glace, puis on verra comment le cidre liquoreux vient s'intégrer dans tout ça. Cidre de glace, il y a 2 manières de faire du cidre de glace, donc la cryoconcentration ou la cryoextraction. Cryoconcentration, c'est le jus de pomme qu'on fait geler à l'extérieur, donc c'est mis dans des réservoirs à l'extérieur pendant les mois d'hiver pour être gelé par le froid naturel. Et de cette manière, on sépare l'eau du sucre en tant que tel. Le cidre cryo-extraction, c'est la pomme gelée. Donc, ce que les gens ont souvent en tête quand on fait du cidre de glace, c'est la pomme gelée et on presse en fin de compte la pomme et c'est le jus sucré qui sort, donc le mou sucré et l'eau reste gelée dans la pomme. Donc, de ces 2 techniques-là, on a un minimum de sucre qu'on doit obtenir pour s'appeler du cidre de glace. Mais si tu es en dessous de ce niveau-là, soit parce que tu as laissé moins longtemps ton mou de pomme dehors, soit que ta pomme n'était pas si gelée que ça quand tu l'as pressée,
pour plusieurs raisons. Tu peux être en dessous d'un certain pourcentage et qui fait que tu ne peux pas t'appeler cidre de glace. OK. Donc, tu vas probablement t'appeler un cidre liquoreux. Donc, OK. dans le cas qu'on parle ici, moi, je connais Valcodali. On est dans un produit où le sucre résiduel, hein, ce qu'on retrouve au final, on est entre 80 et 90 grammes de sucre résiduel au litre. OK. Donc, c'est tout à fait acceptable. Quand on est dans les cidres de glace, on parle de 140 grammes de sucre résiduel, donc beaucoup plus sucré pour s'appeler cidre de glace. Mais c'est un type de produit tout à fait différent. C'est un type de produit qu'on va vouloir beaucoup plus préférer à la fin du repas qu'en mangeant ou encore. Ouais. Et le fameux cidre de feu, Ah, qu'est-ce que c'est? ben, le cidre de feu, c'est vraiment intéressant aussi parce que c'est une autre manière de concentrer des sucres. Donc, on utilise à ce moment-là ce qu'on connaît bien dans les gens de l'eau d'érable, sirop d'érable, on utilise un évaporateur. Donc, avec l'évaporateur, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève cette eau qui est présente dans le mou de pomme et on vient en fin de compte concentrer le sucre. Ce qui fait que le cidre de feu a souvent cette petite note un peu fumée, boisée. Donc, ça vient un peu de l'évaporateur. C'est super intéressant comme produit, vraiment à découvrir. Exact. Puis d'ailleurs, moi, j'avais pogné 2 minutes, comme on dit en bon québécois, quand j'avais dégusté un cidre de glace, un cidre de feu, puis, tu sais, comme un cidre liquoreux, tout est back à back. Tu te rends compte de toutes ces différences-là parce que des fois, tu sais, moi, je me dis, mon Dieu, un cidre liquoreux, c'est comme un cidre de glace. Puis un cidre de glace, c'est comme. Mais non, quand tu les dégustes, vraiment, c'est ça. Il y a vraiment des différences là, au niveau gustatif, là, qualitatif aussi entre le cidre de feu, le cidre de glace et les cidres liquoreux. Surtout les cidres liquoreux, comme tu dis, qui ont beaucoup moins de grammes de sucre par litre aussi. Là, donc, c'est sûr que c'est plus. Et ça, c'est une très bonne chose à essayer de voir. Et je pense que le meilleur endroit, ça serait comme le Mondial des cidres là, qui se fait au complexe du Jardin. On espère que ça reviendra peut-être l'année prochaine. Mais c'est qu'à un seul endroit, là, tu peux goûter différents types de cidres. Et justement, de te faire une tête, tu dis « Ah, mon Dieu, ah, c'est ça de la cryo-extraction? Ah, mon Dieu, ah, c'est ça du cidre de feu. Ouais. » Et tu viens un peu, quelque part, comme... Oui, ça fait comme peut-être bien des choses à boire, mais cale pas ton verre. Mais ça te permet justement de te faire une tête sur qu'est-ce qui existe comme différents cidres. Ouais. C'est la plus belle fenêtre qu'on peut avoir où tous les producteurs du Québec se rejoignent pour présenter leurs produits aux consommateurs. Puis en plus, on a la chance de discuter justement avec les producteurs à ce moment-là aussi. Fait que c'est intéressant de parler de philosophie avec eux, de travail. Donc, c'est tout à fait intéressant. Donc, on peut déguster ça. Puis après ça, il y a quelques autres questions. Mais avant, peut-être qu'on déguste ça. Valcodali, je vais vous présenter Valcodali parce que c'est des comment je peux les appeler? Des vieux chums. Ça fait très longtemps que je travaille avec les gars de Valcodali, avec Julien, Guillaume et Alexis. Donc, vraiment, ils étaient là au jour 1 de la boîte à vin. Ça a toujours été un réel plaisir de travailler avec eux. Donc, eux sont vraiment hybrides, en fait, un peu comme toi, Jean-Pierre, chez Quartier Potel. Autant ils font du vin qu'ils font des produits de la pomme. Donc, il y a toute une variété de cidres qui est très intéressant. Ils font même du vermouth aussi. Ils font du vermouth également. Ils ont même sorti un livre au courant des années 2000. Je ne sais pas si on se souvient de ça, mais sur la cidriculture au Québec. C'était eux autres qui avaient parti ça. Donc, vraiment, des pionniers, autant de la pomme. Ben, pas des pionniers, parce qu'ils ont ouvert en 2002, mais des artisans. Des artisans très respectés, autant au niveau de la vigne que de la pomme au Québec. Donc, ce soir, on déguste le cidre liquoreux. Moi, c'est la première fois. Moi, je connais très bien les produits de Valcodali, mais c'est la première fois que je goûte un de leurs produits de pomme. Donc, je suis très contente de déguster le vin liquoreux. Donc, c'est à base de Macintosh, Empire et Spartan. Puis, on est, ben c'est ça, on a... La pomme confite. Oui, un petit peu. Mais il y a quand même un peu de poire, on dirait. Oui, un petit peu de poire, un petit côté boisé également. Oui, puis on sent le sucre, ça c'est sûr. Mais c'est agréable. On ne peut pas ne pas aimer ça. Non.
Ah non, mais tu sais, il y a le sucre qui est là, mais c'est pas du tout dérangeant. Non. Il y a quand même une finale très vive, moi, je trouve. C'est quand même assez fruité, c'est vif. Il y a un beau sucre, justement, qui pourrait accompagner des foie gras, dessert, fromage. On est vraiment là. On est plus rendu... côté noix aussi. Oui, comme tu disais, Jean-Pierre, on peut le prendre en apéro. Ça peut être quelque chose d'agréable, justement, oui, aussi, parce que ben oui. le taux de sucre est un petit peu moins élevé. Mais sinon, sa place pour un type de produit comme ça, c'est vraiment plus style sauterne, justement. Un Donc, peu. avec un foie gras, ou sinon avec fromage, dessert, et ainsi de suite, plus à la fin du repas. Ouais. Mais ça reste un excellent Hey, produit. mais c'était un très beau line-up qu'on a eu la chance de déguster. Juste faire attention à ce produit-là, puis que c'est la température de service. Hein? On dit toujours, comme un peu les cidres de glace, les gens ont souvent l'impression qu'il faut que ce soit dans le seau à glace ou un cidre liquoreux. Non, le cidre de glace non plus. Je pense que la température de service, on parle de 5 à 7 degrés. Ouais. Idéalement, je dirais peut-être plus 7 que 5, parce que quand c'est trop froid, mais ça masque un peu les arômes. Donc, on cherche à avoir justement ce côté pomme, le côté fraîcheur en bouche. Donc, pas trop froid, s'il vous plaît. Ouais, ben oui, parce qu'en plus, ça cache le côté moelleux un peu du produit quand il est trop froid, c'est ça. Oui. Fait que, non, mais super bon produit. Quand même, là, je suis assez impressionnée. Puis je trouve que tous les 4 produits qu'on a dégustés ce soir, tu sais, encore une fois, ça démontre toute la palette et la complexité qu'il peut y avoir dans les arômes, dans la dégustation des cidres. Donc, c'est vraiment... Absolument, on a quelque chose de très... mais si vous voulez en prendre plus sur le site du Québec, vraiment, je vous invite à suivre les activités qui vont être disponibles tout au long de la semaine. Oui, hey, d'ailleurs aussi, Jean-Pierre, peux-tu nous donner un petit scoop sur le fameux... c'est quoi ça? Même moi, je suis pas au courant. Mystère, ça jeudi. De quoi tu parles? Écoute, ça, il faut parler avec José, OK? OK! Il y a un concept qui s'appelle le cidre mystère qui va être dévoilé pendant justement la semaine du cidre. Et là, je ne peux en dire. Hey, mais là... Mais là, ça serait-tu peut-être un cidre fermier, justement, que tu demandais ton avocate tantôt? Oh, on le sait pas, là. On n'en a aucune idée. Mais vraiment, je vous le jure, messieurs, dames, même moi, je ne suis pas au courant. Donc, c'est vraiment mystérieux. Écoute, c'est quand qu'on voit ça, le dévoilement de ce site-là? Jeudi. C'est-tu jeudi? José? José? Mon avocat me dit jeudi le 13. Jeudi. Bon, ben, on va être au rendez-vous. Donc, c'est une activité vraiment qui est. Il nous reste 2 petites minutes, là. Juste, les gars, il y a encore d'autres questions super pertinentes que j'aimerais poser à Jean-Pierre qui va pouvoir nous répondre. Vas-y. Est-ce que tu considères, Jean-Pierre, qu'au Québec, on est des leaders en termes de cidre dans le monde? Oui. Écoute, ça a comme 2 tranchants, cette question-là. Je pense pas qu'on soit leader en termes de production, de consommation au Québec. Hein, parce qu'on s'entend, on est quand même à nos débuts. Moi, je considère qu'on est à nos débuts, tandis que on parle en Europe, écoute, ça fait depuis des années. UK, et mon Dieu, c'est vraiment fou ce qui se peut se boire chez eux, tout ça. Aux États-Unis aussi. Fait que de ce côté-là, je te dirais, pas tant leader en termes de consommation. Mais au niveau des produits qui sont innovateurs, je pense qu'on est dans une croissance absolument incroyable. On a ce côté vraiment fou que les producteurs ont de la créativité. Puis, tu sais, ça déborde de dire je le fais en barrique ou je le fais avec tel type de... Non, c'est... tu prends Alma avec cette macération, avec le raisin, le melon miel, c'est vraiment fou. Tu ne pourrais pas penser qu'on pourrait faire ça avec ce genre de produit-là. Et Alma, c'est un exemple, mais il en existe un paquet d'autres. Il faut vraiment s'arrêter et se dire, ben, je veux les découvrir, je veux y goûter, puis il faut s'en là-dessus. Donc, là-dessus, je dirais oui. Au niveau de l'innovation, peut-être, autour du quand même dans une belle croissance. Une belle croissance, OK. L'autre, une question super pertinente aussi que je trouve de Romain, c'est est-ce que tu sais c'est quoi la pomme qui est la plus utilisée dans le cidre au Québec? Ou... À l'heure actuelle, je pense que c'est la Macintosh. Macintosh, OK. Question d'acidité, c'est la pomme qu'on va retrouver beaucoup, beaucoup. Même, je te dirais, moi,
on fait l'autocueillette, puis les gens, ce qu'ils cueillent principalement, c'est de la Macintosh. La Je sais Macintosh, pas ok. pourquoi, mais il y a plein Il y a d'autres quelque chose de culturel, peut-être, avec la Macintosh. générations qui avaient ça sur leur table jadis, puis qui continuent. Mais c'est la pomme la plus cultivée, mais c'est pas nécessairement elle est dans les cidres pour l'acidité, mais si on veut un côté de l'amertume, un petit côté tannique, tout ça, il faut se diriger peut-être plus vers des... Ben, écoute, ça se termine là. Moi, j'aurais continué de parler comme ça pendant des heures et des heures. J'avais plein de questions encore. Et effectivement, c'est ce qui conclut ce 5 à cidre. Merci Donc, le beaucoup. premier 5 à cidre. Hey, bonne semaine des cidres, tout le monde. Un gros merci à Marie Charret qui a fait une job incroyable dans l'organisation de cette semaine-là. Un gros merci à Philippe Montreuil aussi. Philippe Montreuil qui était là aujourd'hui au niveau de la boîte à vin. Un gros merci. Jean-Pierre, on se voit bientôt. Yes! Gros merci pour ton temps. Toutes tes connaissances, c'est vraiment apprécié. Sinon, juste vous dire que la caisse justement qu'on a dégustée ce soir, donc les 4 produits, on a encore des caisses disponibles sur boîteavin.com. Si vous voulez, maintenant que vous avez une belle description des produits, si vous voulez vous la procurer, vous pouvez l'acheter sur boîteavin.com. Puis on a aussi toujours une boîte de cidre du Québec, aussi de 6 cidres. Oui, on lance la caisse, une nouvelle caisse en fait là, de cidre du Québec, dont certains cidres qui vont être lancés aujourd'hui vont être disponibles dedans. Peut-être que c'est un cidre mystère. Peut-être un cidre mystère, je ne sais pas. Mais, on a bien hâte de voir ça, Jean-Pierre. On a bien hâte de voir ça, ce cidre-là. Un gros merci, messieurs, dames. On se voit le mois prochain pour un autre live avec la boîte à vin. Un gros merci à tout le monde. À la prochaine. Salut. Salut.